Donc, bienvenue sur cette présentation à propos du diagnostic étiologique des maladies respiratoires bovines. Donc, les questions abordées dans cette présentation seront de trois types. Tout d'abord, le choix des examens complémentaires. Ensuite, la nature des échantillons à prélever. Et enfin, l'interprétation des résultats obtenus par les examens complémentaires. Donc, le diagnostic étiologique débute dès l'examen clinique avec la recherche des signes associés aux infections respiratoires et sachant que généralement, ces signes apparaissent dans un contexte épidémiologique particulier. Donc, les éléments collectés à la faveur de l'examen clinique et de l'analyse des facteurs de risque permettent d'orienter le diagnostic étiologique, mais jamais de conclure sur l'origine des signes respiratoires. A l'inverse, l'autopsie et l'examen des lésions provoquées par les infections, et surtout la réalisation des examens complémentaires permettent le plus souvent d'obtenir un diagnostic étiologique précis. Donc, à ce stade, l'analyse du contexte épidémio-clinique permet une orientation causale, mais les bronchopneumonies infectieuses restent le plus souvent indifférenciées. Donc, c'est surtout la réalisation d'une autopsie sur les animaux morts et l'analyse, l'examen des lésions qui vont permettre d'orienter le diagnostic vers une origine virale ou bactérienne. En effet, la modification de la consistance des tissus, par exemple, ou la présence de lésions évocatrices, comme les foyers de nécrose associés à Ménémia hémolytica, permettent, dès l'examen macroscopique des lésions, de conclure à l'intervention de cette bactérie. Et donc, de privilégier la recherche de cet agent pour confirmer le diagnostic étiologique. A l'inverse, sur des tissus dont la consistance est beaucoup moins modifiée, avec toujours une localisation crâno-ventrale et la présence éventuelle de mucopus, on a une orientation plutôt vers un diagnostic avec une infection virale, par exemple l'intervention du virus respiratoire syncytial, et donc permettant d'établir que les lésions sont un fort élément d'orientation vers l'origine virale ou bactérienne des signes respiratoires. Donc, ainsi, l'examen macroscopique des lésions permet de confirmer le diagnostic d'affection respiratoire, de préciser l'ancienneté des lésions et très souvent d'orienter vers une origine virale ou bactérienne de ces troubles respiratoires. Complété par un examen histopathologique, l'analyse permet généralement d'identifier précisément la nature des lésions, mais aussi assez souvent la nature de l'agent responsable de ces lésions. Ainsi, l'examen histopathologique devrait être un examen utilisé autant que possible lorsque on constate de la mortalité sur des affections respiratoires. La seule façon d'établir définitivement l'origine des troubles respiratoires, c'est de réaliser des examens de laboratoire. Ils permettent d'objectiver la présence d'un ou de plusieurs agents pathogènes. Ils permettent aussi, lorsque effectivement un résultat positif est obtenu, de persuader les leveurs de mettre en œuvre des mesures préventives vis-à-vis des infections respiratoires. Donc, quels sont les échantillons biologiques à prélever pour établir l'origine des troubles respiratoires? Sur un animal mort, ce sont les lobes pulmonaires crânio-ventraux, mais aussi les nœuds lymphatiques drainants et la trachée, par exemple, si on constate la présence de lésions associées à l'infection par le virus de l'IBR. Chez l'animal vivant, ce sont des échantillons de nature très diverses. Ça peut être un échantillon de sang prélevé sur tube sec ou sur tube EDTA pour réaliser une recherche de virus BVD, par exemple. Ce sont aussi des échantillons biologiques collectés à l'aide d'un écouvillon nasal profond ou un lavage broncho-alvéolaire ou plus simplement une aspiration transtrachéale. On peut prélever plusieurs animaux en fonction du nombre d'animaux atteints, 3 à 5, des animaux qui n'ont reçu aucun traitement et en début d'évolution.
Et puis, lorsqu'on veut utiliser la sérologie, il est utile de réaliser une analyse en cinétique ou de rechercher des témoins parmi les animaux disponibles dans l'élevage. Alors, il est vrai que très souvent, on a eu recours à l'analyse sérologique pour mettre en évidence l'origine des infections bactériennes. Généralement, les échantillons sont faciles à prélever, il suffit de réaliser une prise de sang. Il n'y a pas de contrainte dans la conservation et l'acheminement de cet échantillon et généralement l'analyse peut être réalisée à un coût relativement modique. Cependant, les informations apportées par ce type d'examen sont relativement modestes puisqu'elles permettent essentiellement le diagnostic des infections virales par le virus respiratoire syncytial, le virus para-influenza, et la sérologie n'est pas utilisable pour identifier une infection par les passerelles. Le délai de réponse peut être plus ou moins long, surtout si on choisit de réaliser une cinétique avec 2 prélèvements à 3-4 semaines d'intervalle. Il faut de plus s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au moment du prélèvement avec la réponse vaccinale ou bien la présence d'anticorps d'origine colostrale. Donc l'interprétation de ces résultats peut être relativement délicate s'il n'y a pas une quantification suffisamment précise du titre sérologique. Donc c'est pour ça que pour le diagnostic étiologique des maladies respiratoires, on va préférer le diagnostic direct. Donc pour cela, cette étape consiste à rechercher le ou les agents pathogènes impliqués dans l'apparition des troubles respiratoires. Il y a essentiellement 3 grandes méthodes pour le faire. On peut soit rechercher par la culture la multiplication de l'agent pathogène, soit sur gélose pour les bactéries, soit sur une culture cellulaire pour les agents viraux, et ensuite utiliser une étape d'identification pour révéler leur présence. On peut aussi utiliser des réactions de type antigène-anticorps pour mettre en évidence certains antigènes de ces agents pathogènes, comme avec par exemple l'utilisation de tests rapides pour l'identification du virus respiratoire syncytial ou du virus BVD. Mais les techniques qui se développent et qui apportent des informations extrêmement pertinentes, c'est la recherche de fractions du génome de ces agents viraux ou bactériens par amplification PCR. Pour réaliser ces analyses, il faut tout d'abord obtenir des échantillons biologiques de bonne qualité. On peut le faire par exemple par un écouvillonnage des cavités nasales. Donc ça va permettre essentiellement d'identifier des agents viraux. C'est une technique qui est simple, facile à mettre en œuvre, avec une contention minimale et un acte qui est très peu invasif. On peut le réaliser en série et ces écouvillons peuvent même être conservés, congelés jusqu'à l'analyse. Cependant, cette technique de prélèvement a des limites, essentiellement parce que le prélèvement va être contaminé par la flore commensale du nasopharynx et donc c'est un examen qui a relativement peu d'intérêt pour la recherche des agents bactériens. Et on va le réserver essentiellement à la mise en évidence des agents viraux. A l'inverse, l'échantillonnage des territoires plus profonds et de l'appareil pulmonaire, soit par aspiration transtrachéale, soit idéalement par lavage bronchoalvéolaire, va être beaucoup plus informatif. Dans ce cas-là, on va pouvoir à la fois obtenir des informations sur la présence d'agents viraux et bactériens. Donc, cet examen a l'avantage de réaliser un échantillonnage directement au site de l'affection, là où se trouvent les lésions, en s'affranchissant de la contamination par la flore commensale, puisque si les germes viraux ou bactériens sont présents, ils sont probablement responsables de l'apparition de l'affection respiratoire. Il est vrai que ces techniques sont un peu plus invasives, nécessitent une contention, quelquefois même une anesthésie, mais le fait que le prélèvement soit réalisé au site de l'infection
et de façon très maîtrisée, par exemple avec l'endoscopie, permettent d'obtenir des échantillons de bonne qualité et qui seront très informatifs par la suite. Associés à la technique PCR, ces échantillons sont en mesure de produire des résultats pertinents. La technique d'amplification génique peut être appliquée avec des échantillons de nature très diverses. Ils proviennent soit d'un écouvillon nasal, voire même de tissus prélevés sur un animal mort. Il est préférable de conserver ces échantillons au froid et pendant peu de temps de façon à préserver les acides nucléiques les plus fragiles, comme l'ARN par exemple, et au-delà, de préférer congeler les échantillons pour préserver les acides nucléiques. Cette technique permet d'obtenir des résultats dans des délais qui sont relativement brefs, qui sont variables en fonction de l'activité du laboratoire, mais qui généralement permettent l'obtention d'un résultat en moins de 24 heures. Donc le résultat délivré est variable, depuis un résultat positif-négatif jusqu'à éventuellement une quantification relative délivrée soit par une valeur de CT, soit même par un nombre de copies du génome de l'agent infectieux. Donc l'intérêt de cette technique de détection appliquée à des échantillons très divers, c'est la possibilité de détecter dans des délais relativement courts un nombre élevé d'agents, s'ils sont présents. Donc on peut avoir une détection simultanée de 5 à 7 agents, avec relativement peu de contraintes sur la qualité du prélèvement. Une détection qui se fait avec une grande spécificité, mais aussi une grande sensibilité, puisque la sensibilité de détection est souvent inférieure à 10 copies du génome de l'agent bactérien ou viral, ce qui permet une analyse en mélange où on peut regrouper les échantillons prélevés sur 2 à 3 animaux, permettant ainsi de réduire le coût. Par ailleurs, cette technique offre la possibilité de quantifier précisément la charge microbienne pour peu qu'un standard externe ait été associé au moment de l'analyse. Les qualités de cette technique font aussi ses défauts, puisque sa grande sensibilité fait qu'il est possible de détecter des quantités extrêmement modestes de germes, et donc il faudra, au moment de l'interprétation, relier la présence de ce germe, même en quantité réduite, à la survenue des troubles, donc évaluer l'imputabilité de son implication. La difficulté, c'est lorsque on ne détecte pas d'agents infectieux, mais ça c'est vrai quelles que soient les techniques utilisées, puisque ici, la question que l'on pose est ciblée et on ne va détecter que les agents infectieux qui sont recherchés. Un des inconvénients également de cette technique, c'est que pour l'instant, elle n'offre pas de possibilité d'évaluer l'antibiosensibilité des agents qui auront été mis en évidence. Et cette technique permet de rechercher des germes à un coût qui reste relativement modeste par rapport à l'association de plusieurs techniques. Donc, en conclusion, l'obtention de résultats des examens complémentaires, et quelle que soit la nature des examens complémentaires utilisés, nécessite de les replacer dans le contexte clinique et épidémiologique de la survenue des troubles respiratoires afin de vérifier l'imputabilité des germes identifiés. L'analyse par les techniques d'amplification génique, par la PCR, et l'intérêt de cette technique sont multiples. Ils permettent non seulement de mettre en évidence un certain nombre d'agents parmi les agents majeurs responsables de troubles respiratoires, avec une grande sensibilité de détection et sur des lots élargis d'animaux. Et quel que soit le type d'échantillon biologique prélevé, depuis un écouvillon nasal jusqu'au tissu prélevé sur un animal mort de troubles respiratoires. En complément des techniques traditionnelles qu'on devra
recherchée en particulier lors d'affections chroniques et où le rôle dominant des infections bactériennes est démontré, elles permettront d'identifier avec une grande sensibilité l'étiologie de l'affection respiratoire observée. J'espère que cette présentation aura suscité votre intérêt pour ces nouvelles techniques de détection et vous remercie pour votre attention. Alors évidemment, les analyses de laboratoire sont un prérequis qui va être de plus en plus indispensable pour justifier les thérapeutiques qu'on va mettre en place. Et évidemment, actuellement, le plus criant, c'est au niveau des antibiotiques. Maintenant, on en parle ici pour les antiparasitaires. Donc il va falloir évidemment harmoniser des protocoles pour vraiment être efficace dans notre diagnostic et donc après dans nos propositions thérapeutiques auprès des éleveurs. Ça va prendre sûrement un petit peu de temps, ça va nécessiter le changement de pratique aussi bien chez les vétérinaires que chez les éleveurs, mais ça paraît être une direction nécessaire et indispensable pour le bien de tout le monde. Alors, l'identification du ou des germes responsables des pathologies, c'est quelque chose qu'actuellement je n'utilise pas forcément et systématiquement, étant donné que j'ai toujours une forte tendance à vouloir sensibiliser fortement les éleveurs, non pas sur l'agent causal, mais sur l'environnement qui, associé à l'agent, va être responsable des problèmes. Et que dans cette logique-là, le germe serait un petit peu secondaire. Cependant, l'idée et l'envie dans laquelle j'ai envie de travailler, donc de sensibiliser les éleveurs sur autre chose que l'agent causal, c'est très intéressant, c'est théoriquement gratifiant, mais ce n'est pas suffisamment parlant pour l'éleveur encore actuellement. Donc le recours à l'examen de laboratoire et donc à l'identification du ou des germes responsables pour sensibiliser l'éleveur et donc l'inciter à mettre ensuite en place les mesures de correction qui s'imposent aussi bien en préventif qu'en curatif, reste et restera encore sûrement longtemps à passage obligé.